pour le deuxième webinaire de cet après-midi, donc nous avons le plaisir d'avoir deux intervenants. Donc, nous allons parler de préhabilitation en chirurgie majeure du cancer. Et donc, nous avons le docteur Alfonsi qui va se présenter anesthésiste et coordonnateur d'un DU de préhabilitation, et docteur Rémi Le Sang qui gériatre et coordonne une unité, un hôpital de jour de soins médicaux de réadaptation en périphérie de Caen. Donc, alors je ne sais pas si les intervenants donc, sont bien connectés. C'est voilà, docteur Alfonsi qui commence. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Très bien. Bonjour. Merci beaucoup pour... Je vais vous laisser compléter votre présentation, introduction, ouais, si vous voulez apporter des éléments complémentaires. Hein. Merci beaucoup de partager votre... pour l'invitation. Est-ce que vous voyez correctement mon PowerPoint? C'est parfait. C'est parfait. Donc, je suis Pascal Alfonsi, je suis anesthésiste réanimateur de formation et je suis actuellement chef du service d'anesthésie à l'hôpital Paris-Saint-Joseph, qui est un ESPIC qui est dans le 14e arrondissement de Paris. Et je travaille depuis à peu près une vingtaine d'années sur tout ce qui est réhabilitation, préhabilitation. Donc, à la demande du docteur Beaupré, je vais vous présenter le niveau de preuve sur la préhabilitation et sur la faisabilité sur tous ces programmes. Pour vous contextualiser les choses, ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure, mais clairement, l'état général du patient en préopératoire d'une chirurgie majeure va conditionner absolument les suites post-opératoires, parce que la chirurgie, malgré tous les progrès qu'on a fait en termes de chirurgie mini-invasive ou quoi que ce soit, ça reste une épreuve pour les patients. Et en gros, l'analogie avec une course comme un marathon, le marathon de Paris, en fait, elle se porte sur les types de participants à ce marathon. Vous avez le champion, et je dirais que celui-là, toute chirurgie se passe sans problème, malgré le fait qu'on puisse avoir des soucis. Et puis, vous avez une masse assez importante de patients qui sont des gens qui sont plutôt en bon état général et pour lesquels, en général, ça se passe plutôt bien. Et puis, nous avons de plus en plus une catégorie de patients pour lesquels, lorsqu'ils rentrent dans mon box de consultation préanesthésique, je me pose la question de savoir s'ils vont passer la ligne d'arrivée. Et en fait, il ne faut quand même pas oublier que la chirurgie, c'est une pratique à risque. Il faut bien savoir avoir en tête que c'est la troisième cause de mortalité dans le monde, selon les données OMS, et que la chirurgie, dans son acte global, j'inclus bien sûr l'anesthésie dedans, jusqu'au 30e jour post-opératoire, entre guillemets, tue plus que la tuberculose, le sida et le paludisme, tout associé dans le monde. Et ce n'est pas une question de richesse, de richesse des pays, puisqu'on se rend compte que dans un pays comme les USA, eh bien, la chirurgie est également la troisième cause des décès aux USA. Et en France, on peut estimer que c'est également la troisième cause de décès, parce que quand on regarde les études et quand on regarde le taux de mortalité pour une chirurgie non ambulatoire chez un adulte, eh bien, on se rend compte qu'on a 3,2% de mortalité à un mois, ce qui fait que globalement, on peut estimer qu'il y a à peu près 60 à 65 000 personnes, patients, qui décèdent chaque année dans les suites d'une chirurgie. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a des facteurs qui, entre guillemets, prédisposent, et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'essayer d'identifier ces patients. Et là, il y a une étude qui porte sur une grosse cohorte de patients, tout type de chirurgie aux États-Unis. Et en fait, ils ont défini 5 trajectoires pour les patients en prenant comme critère le nombre de jours passés en dehors du domicile, en prenant presque un an auparavant jusqu'à presque un an en post-opératoire. Et ils ont identifié comme ça 5 trajectoires, allant de la trajectoire normale, c'est la trajectoire 1, où le patient est absent un minimum de temps de chez lui, avec une récupération rapide. Et puis après, vous avez des trajectoires plus ou moins chaotiques,
entre la trajectoire 2 et la trajectoire 4, qui peut se traduire, par exemple, si vous prenez la trajectoire 4, par une perte d'autonomie. C'est des gens qui étaient strictement autonomes chez eux en préopératoire et qui, suite à la chirurgie, perdent totalement leur autonomie dans les mois qui suivent. Et quand on regarde, ils ont analysé, alors bien sûr, il y a des facteurs qui prédisposent à être dans une trajectoire plutôt plus que l'une que l'autre, mais globalement, le critère qu'ils ont trouvé le plus impactant, c'était tout simplement l'âge. Et quand on regarde la répartition dans les différentes trajectoires en fonction de l'âge, on voit que quand un patient a moins de 65 ans, eh bien, les 3/4 des patients ont une trajectoire tout ce qui est de plus normal, et il y a une perte de 20 points chez les patients dès qu'ils ont plus de 65 ans et plus. Et dans ces 20 points, eh bien, ils se répartissent bien sûr par cette convalescence ralentie, mais également une convalescence qui est prolongée. Et puis également, on observe qu'il y a à peu près 4 fois plus de patients qui ont une perte d'autonomie à la suite de la chirurgie. Et donc, notre boulot, entre guillemets, sachant qu'en plus, la part des patients de plus de 65 ans, voire de plus de 70 ans, ne va qu'augmenter dans le temps, hein, puisque globalement, on opère 2 fois plus de patients de plus de 65 ans qu'il n'y en a dans la population, hein, rapporté à la population générale. Eh bien, clairement, un des enjeux pour la chirurgie, l'anesthésie, dans les futures années, et j'ai entendu les présentations précédentes également pour la prise en charge des traitements de cancer, des traitements médicaux des cancers, eh bien, clairement, il va falloir trouver les moyens d'améliorer le pronostic chez ces patients-là, d'améliorer pour nous en chirurgie les suites post-opératoires. Alors, juste un tout petit rappel sur les bases de la préhabilitation. En fait, tout date, entre guillemets, de travaux effectués dans les années 90 et qui montraient qu'il y avait un lien entre performance physique, là en l'occurrence mesurée par la consommation d'oxygène maximale, une épreuve d'effort, et définissant qu'à partir d'un certain seuil, en dessous de ce seuil, eh bien, le taux de complications post-opératoires était significativement, et même de mortalité, était significativement beaucoup plus important quand le patient avait une capacité fonctionnelle inférieure à ce seuil. Ça a été vérifié dans de multiples études et j'ai pris comme exemple l'étude de Wilson, et bien, là où ils ont fait des mesures de VO2 chez des patients qui étaient opérés d'une chirurgie digestive lourde, et bien, ils ont vu que le fait d'être en dessous de ce seuil, le seuil lactique inférieur à 11 ml par minute par kilo en préopératoire, eh bien, clairement, augmentait le risque de décès jusqu'au 30e jour post-opératoire. De là est venue cette idée de préhabilitation et pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre performance physique? Alors, la performance physique, c'est le couple entre le cœur, le poumon, les muscles, mais il y a un organe qui est extrêmement utilisé, entre guillemets, lors d'une chirurgie, c'est le muscle. Et en fait, le stress chirurgical, l'agression chirurgicale, va agir sur le muscle par 3 mécanismes. Le premier mécanisme est lié à l'agression qui va modifier l'homéostasie et donc entraîner tout un tas de réponses neuro-humorales et qui vont se traduire à la fois par une mobilisation des protéines musculaires pour participer à la néoglucogénèse hépatique, et donc une protéolyse qui va être liée à ça. Et puis également, je vais avoir besoin de protéines pour pouvoir cicatriser, pour pouvoir fabriquer de la proline et de l'hydroxyproline, et puis également pour fabriquer de l'inflammation pour pouvoir cicatriser et également lutter contre toutes les agressions immunitaires, eh bien, il va falloir que je synthétise un certain nombre de cytokines. Et tout ça va participer à réduire ma masse musculaire et je vais avoir un bilan protidique qui va être négatif et qui donc, bien sûr, va aboutir à une amyotrophie. Et ceci est majoré par le fait que quand on fait une chirurgie lourde, en particulier digestive, eh bien, les patients restent à jeun en préopératoire pour des raisons de sécurité anesthésique, mais également parfois plusieurs jours en post-opératoire. Et donc, du coup, il n'y a pas d'apport protéique pendant toute cette période et le patient va, entre guillemets, auto-consommer ses propres protéines.
vous êtes gériade pour la plupart, donc je ne vais pas vous apprendre ce que c'est que la sarcopénie. C'est quelque chose que vous rencontrez au quotidien et qui est de toute façon un phénomène physiologique. Hein, c'est du déclin physiologique associé, comme on peut l'observer au niveau du rein, du cœur et ainsi de suite. Et donc, les fonctions du muscle, bah, bien sûr, c'est la force, la motricité, mais c'est également, comme vous le savez, un excellent outil de régulation de la glycémie. C'est aussi un excellent outil d'immunocapacitaire et c'est une réserve en acides aminés, comme on l'a dit avant. Donc, cette sarcopénie, bah, elle est liée au déclin physiologique. Et puis, comme vous le savez aussi, le cancer, une dénutrition qui est fréquente chez le sujet âgé, vont également participer à cette sarcopénie. Et les conséquences physiologiques et conséquences chez les patients gériatriques, eh bien, ça va être l'apparition d'une amyotrophie, d'une baisse de la masse musculaire, qui va se traduire par une réduction de la force, des performances musculaires, et qui vont aboutir au syndrome de fragilité dont on parlait auparavant. Ça va également participer à la résistance à l'insuline, qui peut avoir en périopératoire des conséquences délétères pour les patients, et bien sûr à une immunodéficience. En chirurgie, il a été clairement établi qu'il y avait un lien entre sarcopénie préopératoire et augmentation des risques de mortalité en post-opératoire, que ce soit après une chirurgie pour une tumeur solide, que ce soit pour simplement une arthroplastie de hanche, et en gros, ça a été démontré pour tout type de chirurgie carcinologique gastro-intestinale. Donc cette sarcopénie, en fait, eh bien, une des solutions pour essayer de pallier un tout petit peu, eh ben, c'est de faire de la préhabilitation. Donc longtemps, le concept de préhabilitation s'est construit petit à petit depuis les années 2000. Et maintenant, on arrive à une définition qui est à peu près consensuelle, qui est de dire qu'une préhabilitation, c'est un processus qui se déroule sur 3 à 4 semaines entre le diagnostic et la chirurgie, qui a comme objectif de permettre de supporter les facteurs de stress liés à l'intervention chirurgicale, et afin d'améliorer les suites post-opératoires et de faciliter la convalescence. Comment? C'est en améliorant ses capacités fonctionnelles et les réserves physiologiques des patients. Le contenu des programmes, aujourd'hui, de base, c'est toujours le même. Eh bien, ce sont des séances d'exercice physique, à la fois d'endurance et de renforcement musculaire, associées bien sûr à des apports hyperprotéinés pour pouvoir fabriquer du muscle. Et bien sûr, souvent, c'est associé à des exercices de relaxation. Alors, est-ce que tout ça, c'est efficace sur ce qui nous intéresse? Eh bien, quand on regarde, quand on fait cette méta-analyse de Mac-Isaac, quand on regarde sur plutôt un gros collectif de patients, hein, puisqu'il y a 15 600 patients regroupés, enfin, en associant les résultats de 186 essais randomisés, eh bien, on voit que, en effet, le fait de faire de la préhabilitation chez les patients, et quand on regarde l'impact des exercices physiques séparés des apparts hyperprotéinés et puis de l'association des deux, eh bien, on voit que globalement, sur les complications post-opératoires, il y a un effet bénéfique et avec une réduction qui est quand même relativement importante. Donc aujourd'hui, on peut dire que les programmes de préhabilitation sont des modèles enfin, sont des programmes qui sont efficaces pour réduire le taux de complications post-opératoires, en tout cas dans des études cliniques randomisées, menées correctement. Sur la durée de séjour, c'est moins évident, mais ce n'est pas un facteur aussi pertinent que les complications post-opératoires. Malgré ça, les auteurs disent que, compte tenu de l'hétérogénéité de tout ce qu'ils rencontrent, eh bien, le niveau de preuve de l'efficacité aujourd'hui des programmes de préhabilitation reste faible à très faible dans ce cas-là. Le problème, enfin, si c'est un problème, c'est qu'en fait, on se rend compte, quand on analyse la littérature, c'est qu'en gros, il existe deux types de programmes de préhabilitation. Vous avez le programme le plus utilisé, c'est celui qu'on appelle home-based, à domicile. Le patient reste chez lui. Ça dure en général à peu près 3 semaines. Je vous ai pris 2 exemples. Donc, ça dure à peu près 3 semaines. À raison, on demande au patient de faire 3 séances d'1 heure par semaine. Il n'y a aucun coaching associé.
les exercices, c'est du renforcement musculaire, c'est de l'endurance, c'est de la souplesse. Et en général, donc là, on avait dans cette étude une bonne observance, hein, puisque 67% des séances avaient été effectuées par les patients, mais avec une très grosse hétérogénéité, hein, puisque ça varie de 33% à 94% d'observance des séances. Il faut savoir aussi que l'intensité des exercices n'est pas la même, puisque dans le cas de l'exercice à domicile, on demande aux patients d'avoir une intensité relativement modérée dans leurs exercices. À l'opposé, vous avez un autre type de modalité de programme de préhabilitation, c'est ce qu'on appelle l'entraînement fractionné à haute intensité. Donc, c'est toujours une durée à peu près identique, une fréquence des séances identique, mais là, les séances vont se dérouler dans un centre spécialisé où un coach ou un accompagnant, en tout cas un professionnel formé, va accompagner le patient pendant 7 heures et on va lui demander à ce patient de faire des exercices en alternance en haute intensité et en intensité modérée. Là, on a une observance dans toutes les études de ce type, on a une très bonne observance. Par contre, on le verra, on a un taux de refus qui est important parce qu'il y a des contraintes derrière qui font que les patients ont du mal à trouver la structure de soins ou avoir le temps ou la logistique pour pouvoir s'y rendre. Quand on regarde l'efficacité, eh bien, on voit que globalement, les plus efficaces, bien sûr, c'est quand il y a un entraînement coaché dans un centre spécialisé. Et qu'on prenne, par exemple, le Comprehensive Complication Index, qui est la classification de Clavien-Dindot avec une pondération en fonction des complications, eh bien, on voit qu'il y a une réduction franche et nette du taux de complications post-opératoires. Dans les deux cas, c'est de la chirurgie colorectale chez des patients âgés, voire fragiles pour certains. Et par contre, quand on regarde le travail de Mac Isaac, qui vient d'être publié récemment, eh bien, on voit que globalement, que ce soit sur le WODAS ou sur les complications post-opératoires, eh bien, on n'a pas d'impact avec ce type de programme à domicile. Cette discordance, elle est confirmée par exemple, dans cette méta-analyse, ce Cochrane, où là, il n'y a que des études prenant des programmes de préhabilitation à domicile. On voit qu'on a un impact positif sur les capacités fonctionnelles. Les gens parcourent une distance plus importante lorsqu'on leur demande de marcher 6 minutes, mais par contre, sur les complications post-opératoires, on n'a pas de bénéfice. Par contre, une méta-analyse qui ne regroupe que des études à haute intensité, hein, réalisées dans un centre spécialisé, eh bien, on voit que là, on retrouve l'impact positif sur les complications post-opératoires avec une réduction de 50% du taux de complications. Et dans ces études, vous avez aussi bien de la chirurgie digestive oncologique que du cancer du poumon ou des cystectomies. Alors, est-ce que le sujet âgé et fragile peut également participer à ces programmes de préhabilitation? Lorsqu'on reprend cette méta-analyse de Chi qui regroupe 902 patients dans 8 études, on voit que lorsqu'on leur fait des programmes à haute intensité, en tout cas coachés, eh bien, on voit qu'on observe également une réduction moins importante, mais quand même une réduction significative du taux de complications post-opératoires. Et bien sûr, tout cela est toujours associé à une amélioration des performances physiques. Par contre, là, clairement, ces deux modalités ont des forces et des faiblesses. Les forces de l'entraînement fractionné à haute intensité, eh bien, c'est qu'on observe un taux d'observance très important, avec une intensité des exercices qui est plus importante et donc une meilleure efficacité. Par contre, il y a des contraintes logistiques de temps, de transport, qui font qu'on a une faible adhésion, hein, puisqu'on peut avoir des taux de refus dans certaines études qui peuvent atteindre 70%. Et puis, il y a une contrainte RH importante, hein, puisqu'il faut trouver à la fois la ressource adaptée et efficace pour prendre en charge ces patients, mais il faut aussi la structure, et donc il y a une réduction de l'accès aux soins pour les patients. Dans la modalité à domicile, là, on résout le problème de la contrainte logistique, qui fait que ce sont des programmes où, en général, on a un taux d'adhésion très important, de l'ordre de 75 à 85%. Mais, et en plus, on réduit les contraintes RH, et donc, en fait, on
on permet à un plus grand nombre de patients d'accéder à ces programmes de préhabilitation. Par contre, le taux d'observance des séances et l'intensité qui est plutôt modérée fait que probablement ça explique une efficacité qui est moindre. Donc, l'idée qui est venue, c'est comment je peux jumeler les forces de ces deux modalités. Alors, je vous prends, il y a eu quelques exemples, il y en a très peu, mais celui-ci est fort intéressant pour deux raisons. Donc, c'est une étude récente, française, mais menée au niveau de l'hôpital de Stanford aux États-Unis. Donc, c'est un essai, c'est de la chirurgie colorectale. Donc, ce n'est pas que des patients âgés, hein, puisque l'âge moyen est à 57 ans, répartis en deux groupes. 54 patients répartis en deux groupes, avec soit un programme standard, une prise en charge standard, c'est-à-dire qu'on donne juste des conseils préopératoires aux patients, et dans l'autre groupe, ils ont un programme de préhabilitation à domicile, mais avec une séance coachée par visioconférence une fois par semaine. Le premier résultat de cette étude, c'est sur la droite. Eh bien, on se rend compte, donc, dans cette étude, ils ont évalué la réponse immunitaire à des stimulations. Hein, je ne vais pas rentrer dans la méthodologie, mais ils prennent, suite à un prélèvement, ils regardent la réponse immunitaire, la production de cytokines face à un stimuli, et avant et après la mise en place du programme de préhabilitation, dans les deux groupes, eh bien, on se rend compte que le fait d'avoir fait de la préhabilitation a changé le profil immunitaire des patients. Alors, est-ce que c'est en bien, est-ce que c'est en mal? Je ne peux pas le conclure. Mais globalement, ce qu'ils observent également, c'est quand on prend la classification de Clavien-Dindot, eh bien, il y a significativement moins de complications post-opératoires modérées à sévères dans le groupe qui a fait de la préhabilitation avec une visioconférence par semaine. Là, clairement, ça résout le problème de logistique, hein, puisque les visios, c'est quand même beaucoup plus facile à organiser, mais toujours une nécessité d'avoir quelqu'un de l'autre côté de l'écran pour pouvoir aider le patient lors de sa séance. Donc, bien sûr, tout ça pour améliorer les résultats des programmes à domicile, hein, puisque c'est quand même eux qui permettent, qui sont les plus faciles à développer. Et bien sûr, il y a eu des solutions digitales qui ont été mises en place. Et donc, quand on regarde, par exemple, l'étude de Blumenau-Pedersen, eh bien, une méta-analyse qui montre que globalement, il y a un impact positif sur les capacités fonctionnelles. Hein, c'est des études pilotes de faisabilité. Il y a quelques petits essais randomisés. Clairement, ça améliore les capacités fonctionnelles. Par contre, on ne sait rien du tout sur les complications post-opératoires parce que pour l'instant, ça n'a pas été évalué. Est-ce que le fait de donner des objets connectés aux patients peut faciliter l'adhésion des patients et l'efficience? Eh bien, il y a quelques études qui ont été faites. Il semblerait que ça augmente l'adhésion des patients, mais encore une fois, on n'a pas d'idée, c'est trop tôt pour savoir si ça réduit le taux de complications post-opératoires. Donc, en conclusion, le rationnel sous-tendant les programmes de préhabilitation est solide. Clairement, il y a un impact positif à tout faire pour réaugmenter la masse musculaire des patients en préopératoire. L'entraînement fractionné à haute intensité semble plus efficace versus les programmes à domicile en autonomie, parce qu'il y a un meilleur taux d'observance, parce que l'intensité des exercices est plus importante. Mais par contre, les contraintes logistiques et les problèmes de ressources humaines font qu'il y a une réduction trop importante d'accès aux soins. Et donc, ce n'est pas une solution à terme. Si on doit imaginer qu'il y a à peu près 200 000 patients par an en France qui doivent pouvoir accéder à des programmes de préhabilitation, eh bien, ça fait quand même des difficultés de limitation d'accès aux soins. Et puis, du coup, il y a probablement un impact positif, un accompagnement avec des solutions digitales sur l'incidence des complications post-opératoires qui reste à démontrer. Et nous avons obtenu un financement PREPS pour une étude qui va débuter dans les mois prochains, où on va tester une plateforme numérique interactive et on va voir si le fait d'utiliser cette plateforme numérique interactive par rapport à un groupe contrôle eh bien, va nous permettre d'avoir un impact sur les complications post-opératoires, la qualité de vie et l'organisation hospitalière.
En conclusion définitive, en fait, la chirurgie, c'est une épreuve difficile pour le patient âgé et la préhabilitation est probablement une des clés pour la rendre plus facile. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur Alfonsi, je pense que l'idéal, ce serait de... De toute façon, il n'y a pas encore de questions-réponses, mais on va laisser la parole maintenant aussi à Docteur Le Sang, et puis après, je pense que des questions arriveront. On pourra vous poser à tous les deux respectivement. Et donc, c'est effectivement ce que comparer la chirurgie à une course à pied, c'est effectivement un bon moyen de faire comprendre aux patients effectivement ce qui les attend. Et c'est souvent aussi ce que j'utilise. Et c'est un moyen aussi, un levier motivationnel aussi pour leur faire comprendre l'importance d'essayer d'être plus actif et de se préparer en fait, de faire une préparation physique et la préparation aussi mentale et qui n'est pas toujours facile. Le contexte aussi du patient, s'il est seul ou entouré, ça joue beaucoup aussi, je pense, dans la motivation et l'adhésion en fait au programme, c'est sûr. Donc, ça veut faire que votre PREPS, votre étude permettra aussi de voir si effectivement, avec un support, une interface numérique, ça pourrait améliorer l'option à domicile. C'est sûr que il y a différentes options possibles sûrement à délivrer cette préhabilitation qui peuvent être envisagées. Donc, je vais laisser la parole, je vous remercie, je vais laisser la parole à Camille Le Sang qui va pouvoir repartager son diaporama. Elle va nous partager son expérience du programme de préhabilitation Préhab 2C senior que nous avons mis en place. Alors, j'avais monté ça avec Pascal Lecomte, qui est maître de conférence à l'UFR STAPS de Caen et INSERM Comet. Et nous avions monté ce programme et donc qui est en expérimentation dans l'HDJ SMR IF. Et elle va nous montrer un petit peu des résultats préliminaires et ces difficultés qu'elle rencontre au quotidien, mais je pense qu'elle a notamment celle que vous évoquez, celle de motiver les patients à venir sur place 3 fois par semaine. Ouais. Et J'essaye de voilà. partager là j'ai ouvert sur Oui. mon PC, je Oui. mets partager. Bonjour. Oui. Bonjour, moi je suis le docteur Camille Le Sang. Donc là, Je mets dans présenter dans Teams. partager, oui, si tu vois ton écran. Après, quand tu cliques sur partager ton écran. Ouais. Présentation. Ils me disent qu'il faut faut que j'envoie un lien ou un groupe ou un email peut-être. Quand je clique sur partager. Ah, je suis désolée. Ça avait envoyé, sinon. Oui, sinon je l'ai partagé, sinon. Ouais, je veux bien qu'à ce Oui, moment-là. à ce moment-là, Poppy, oui, tu partager. peux partager. Puis... Normalement, vous allez prendre le contrôle, donc je vais juste le partager. Là. J'arrive. Je peux trouver sur partager dans Teams s'il ne veut pas. Il est là. Ah oui. Donc là, normalement, tout le monde voit. Et si vous voulez, vous pouvez prendre le contrôle normalement de la présentation. Ok. Et pour passer les diapos, du coup. Oui, voilà. Ou Prendre sinon, le contrôle, c'est tout en haut. Le bandeau à gauche, c'est l'icône qui est tout à gauche de séparer. Il y a conversation séparée, prendre Marquer le la contrôle. demande de contrôle est désactivée par l'administrateur. Non, vous pouvez passer. Oui, sinon je vais les passer. Ouais. On va faire comme ça. Désolée. Non, pas de souci. Donc, allez. Donc, moi, je suis le docteur Camille Le Sang. Bonjour à tous. Je suis médecin dans une clinique SMR Côte-Normande à If, à proximité de Caen. Et je vais vous faire un retour d'expérience pour compléter justement la présentation du professeur Alfonsi sur la préhabilitation avant une chirurgie carcinologique majeure en hôpital de jour SMR. Et donc, c'est le protocole préhab de ces seniors, du coup, qui avait été monté par le docteur Beauclé en collaboration avec l'Onco Normandie. On peut aller sur la suivante. Bon, je vais passer très rapidement. Donc, c'est vrai que la préhabilitation en France aujourd'hui, c'est l'ARA qui est recommandée, notamment par la HAS depuis une recommandation de juin 2016, pardon.
c'est vraiment une approche globale pour améliorer les suites opératoires. L'idée, ça va être vraiment d'optimiser les capacités fonctionnelles du patient, de corriger un peu tous les facteurs de risque, toutes ces comorbidités, qu'ils soient vraiment le plus en forme possible, hein, justement. Comme disait le professeur, c'est vraiment une épreuve, la chirurgie, et donc plus on est en forme pour l'aborder, moins on a de risque on essaie de diminuer les complications, les durées de séjour en préparant le patient avant l'intervention. On va pouvoir passer à la suivante. Encore. Ouais. Donc, c'est vraiment multimodal, la préhabilitation. C'est effectivement évaluer les comorbidités du patient, pouvoir corriger par exemple des anémies, corriger un diabète, révision d'ordonnance pour éviter la iatrogénie, les médicaments confusiogènes en post-opératoire. Optimiser aussi donc sa condition physique, hein, lui faisant faire une activité physique avec de l'activité physique adaptée, de la kinésithérapie. Optimiser son statut nutritionnel avec un apport de protéines, prévention de la dénutrition, hein, qui peut arriver en post-opératoire, et aussi optimiser la condition psychologique avec des exercices de relaxation, un soutien intimique, de l'aide au sevrage aussi, que ce soit alcool ou tabac, et puis dépister aussi les troubles cognitifs, hein, puisque ça peut aussi jouer en post-opératoire avec plus de risques de confusion. Et sur la suivante. La préhabilitation, bah ça rejoint un petit peu ce que disait mon confrère, comment l'organiser, effectivement, le plus facile à domicile en autonomie. Mais voilà, comme le disait le docteur Alfonsi, on voit bien que les études, malgré une meilleure observance, montrent qu'il y a quand même moins d'efficacité. À domicile aussi, de façon supervisée, hein, soit par un coach en visio ou alors par un kiné qui se déplace à domicile. L'observance est meilleure à domicile, mais pareil, l'efficacité reste controversée et il n'y a pas l'équipement, le plateau technique. Et donc, comme nous, on le fait en hôpital de jour, SMR, de façon supervisée, ce qui permet au patient, quand il vient sur la structure, d'avoir accès effectivement à un plateau technique, à tous les rééducateurs auprès de lui, un médecin gériatre. Donc, ça a montré plus d'efficacité dans les études, mais effectivement, après, il y a des freins, hein, notamment liés au manque de place dans les structures, plus de difficultés avec les transports, des coûts plus élevés, une distance du domicile et des fois effectivement une adhésion du patient qui est plus difficile à avoir de venir plusieurs fois par semaine dans une autre structure avant sa chirurgie. On peut passer sur la suivante. Donc nous, notre expérimentation dans notre clinique, donc on est une clinique SMR initiée à Côte-Normande. On est une clinique gériatrique à orientation gériatrique et polyvalente. Sur l'hôpital de jour SMR, on est spécialisé dans la prévention des chutes, les troubles de la marche et de l'équilibre. On reçoit une trentaine de patients par jour pour ce motif, principalement en lien avec les filières gériatriques locales. Et on a développé, suite à la visite du docteur Beauplé de notre structure, une offre de préhabilitation avant justement une chirurgie carcinologique majeure pour des patients âgés de plus de 65 ans. Donc nous, notre structure, hein, on a un plateau technique commun à l'APA, au kiné et à l'ergo d'environ 230 mètres carrés. Voilà, on est plutôt bien équipé avec des vélos, des presses à cuisses, des barres de marche. On a aussi cuisine, salle de bain thérapeutique, un parcours de marche extérieure. Et on est une équipe composée aujourd'hui de 2 médecins gériatres, une infirmière co. Il y a 4 kinés, une ergo, un enseignant en APA et on a un petit temps de psychologue et diététicien. Et donc, on voit que tous ces intervenants peuvent être utiles auprès du patient dans la phase de préhabilitation. Donc, le protocole préhab de ces seniors donc, a été développé en collaboration avec le docteur Beauplé et l'UCOGIR de Normandie. L'objectif, justement, c'était d'évaluer l'efficacité de ce programme pour une préhabilitation, un programme de 4 semaines chez des patients qui vont avoir une chirurgie carcinologique majeure, plutôt pour des cancers digestifs, de vessie ou ovariens, à raison de 3 demi-journées par semaine dans notre hôpital de jour. Et donc, le critère, c'est sur le diapo d'après. Voilà, le critère d'inclusion, donc c'était des patients âgés de plus de 65 ans. On a ciblé plutôt les cancers digestifs, colorectal, œsogastrique, hépatopancréatique, gynécologique avec les cancers ovariens et de l'endomètre et les cancers urologiques, rénal ou de vessie. C'est le docteur Beauplé, oncogériatre, qui avait ciblé ce type de cancer parce qu'on estimait qu'effectivement c'était ces cancers qui pouvaient laisser le temps de la réhabilitation de 3 à 4 semaines entre la décision chirurgicale et la chirurgie.
Donc, des patients pour lesquels il va y avoir une chirurgie majeure de planifier dans les 4 semaines minimum. On a même accueilli des patients où on avait 3 semaines de préhabilitation. Et c'est des patients qui résident quand même à proximité de la structure de soins. Donc, c'est une limite. On avait fixé la limite à 30 minutes de transport parce qu'il y a quand même une fatigabilité, un lieu de transport itératif, des coûts élevés aussi. Et puis, nous, c'est ce qu'on fait aussi pour la prévention des chutes. On se limite à 30 minutes parce qu'on voit qu'au-delà, il y a quand même moins d'adhésion, plus de fatigue et c'est quand même plus difficile. On n'a pas inclus des patients voilà, qui étaient très dénutris, une cardiopathie instable ou toute pathologie intercurrente qui ne permettait pas la réalisation d'une activité physique adaptée. Et voilà, effectivement, en cas de pathologie aiguë, anémie sévère, cardiopathie instable, de toute façon, c'est des patients qui ne sont pas éligibles à une chirurgie planifiée. Et là-dessus, on va pas passer. Donc, l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'efficacité de ce programme de 3 à 4 semaines et on a choisi le test de marche de 6 minutes pour comparer, voilà, pour voir un peu l'efficacité du programme. Donc, on leur fait faire un test de marche de 6 minutes initial et final pour pouvoir voir s'il y a une amélioration. On a jugé qu'une amélioration était jugée significative au-delà de 20 mètres. Et après, on a aussi des objectifs secondaires, comme on leur fait un bilan complet, on va pouvoir évaluer le taux d'adhésion sur les demi-journées. On étudie aussi le score fonctionnel SPPB, la force de préhension. On évalue aussi le statut nutritionnel, la confiance dans l'équilibre aussi avec l'échelle ABCS. On évalue aussi, parce que ça c'est très important, le niveau de fatigue et la qualité de vie, parce que c'est souvent un frein de venir faire de la préhabilitation en HDJ, la peur effectivement d'être fatigué, de se rajouter des rendez-vous. Et c'est important que cette préhabilitation, elle soit bien tolérée chez ces patients. Et c'est très important du coup de mesurer leur échelle de bien-être, qualité de vie et de fatigue via l'échelle de la FACIT que je vais vous montrer après. Donc, quand le patient il nous est adressé, par les chirurgiens, par les anesthésistes, par les oncogériatres. C'est souvent les oncogériatres quand même qui pensent à nous adresser les patients. C'est dommage parce qu'elles interviennent souvent après le chirurgien, par exemple, qui les reçoit souvent le patient en premier. Et quand le patient nous est adressé et qu'il accepte de venir en préhabilitation, on le reçoit et il commence par faire un bilan gériatrique global, hein, une évaluation gériatrique standardisée où effectivement, on va pouvoir faire un point sur son autonomie, sur le cognitif, sur le psychologique, sur le nutritionnel. On corrige aussi les facteurs de risque de chute, puisque c'est aussi notre spécialité initiale dans notre HDJ, révision médicamenteuse, et on leur fait faire les tests physiques, le test de marche de 6 minutes et un score fonctionnel SPPB. Ce test complet initial, avec de nombreuses échelles, on va aussi le refaire à la fin pour pouvoir comparer les bénéfices dans toutes les dimensions. Voilà, là c'est très rapide, les différentes échelles qu'on fait faire aux patients, la MOCA pour évaluer le statut cognitif, si ça n'a pas été déjà fait lors d'une évaluation oncogériatrique. On évalue, voilà, échelle d'anxiété de dépression, on utilise l'HADS. Hop, on peut passer. Voilà, là, voilà, j'ai mis les critères Stop-Start pour la révision médicamenteuse. Et il y a également l'échelle ABC Scale, qui est une échelle de confiance en l'équilibre, qui est réalisée par notre ergothérapeute pour voir justement s'il y a un manque de confiance dans l'équilibre. On leur propose systématiquement des séances d'ergothérapie. Et la diapo suivante, voilà, c'est sur la FACIT F, hein, qui est quand même une longue échelle de 42 questions, un autoquestionnaire avec 42 questions qui évalue vraiment la fatigue et le bien-être dans toutes ses dimensions physiques, familiales, sociales, émotionnelles, fonctionnelles. Et c'est important, voilà, qu'on évalue ça pour s'assurer que la tolérance soit bonne, que ça ne majeure pas la fatigue et qu'effectivement, c'est plutôt bien toléré leur venue en rééducation. Ça fait beaucoup d'échelles, oui, c'est vrai. On leur fait faire aussi le test de dépendance à la nicotine et à l'alcool, ce qui permet déjà d'aborder le sujet et si besoin, on peut leur apporter un soutien psychologique d'aide au sevrage avec notre psychologue. Une fois qu'on a fait tout ça, effectivement, hein, c'est voilà, pas mal d'échelles, un bilan assez complet. On va leur proposer de faire la rééducation dans notre HDJ SMR, idéalement 3 demi-journées par semaine pendant au moins 3 semaines. Le protocole initial, c'était 4 semaines, mais finalement, pour pouvoir accueillir un peu plus de patients, on a accueilli aussi des patients pour 3 semaines de préhabilitation. Ils ont systématiquement 45 minutes de kinésithérapie, intensité plutôt modérée à élevée sur plateau technique pendant 45 minutes,
Et ils ont aussi 45 minutes d'activité physique adaptée, avec une pause entre les deux, hein, et puis on s'adapte aussi à leur tolérance à l'effort. Ça, c'est systématique. Ils ont aussi de l'ergothérapie si c'est des patients chuteurs ou un manque de confiance dans l'équilibre, ou alors s'ils ont des problématiques sur les membres supérieurs. Ils ont une prise en charge diététique, hein, pour individuelle, pour effectivement essayer d'augmenter les apports en protéines et prévenir le risque de dénutrition. Et on propose aussi une prise en charge psychologique presque en systématique quand c'est accepté par le patient, pour le soutien thymique, pour des exercices de relaxation et pour une aide au sevrage si nécessaire. Le minimum pour que ce soit de l'hôpital de jour de rééducation, il faut au moins 2 ateliers de rééducation de 45 minutes avec 2 intervenants différents à chaque fois qu'ils viennent en HDJ. Ça, c'est le minimum pour que ce soit de l'hôpital de jour. Mais souvent, comme la préhabilitation, on n'a pas beaucoup de temps, on essaye d'augmenter l'intensité avec 3 ateliers de rééducation de 45 minutes avec 3 intervenants différents, pour une durée, voilà, de environ 3 à 4 semaines, on essaye qu'ils aient au moins une dizaine de séances pour pouvoir mesurer une efficacité ou un effet en tout cas. Donc là, c'est les caractéristiques des 8 premiers patients qu'on a accueillis. Alors, l'effectif est petit. Je pense que, comme le disait professeur Alfonsi, on se heurte quand même. On a peu d'adressage de patients. Peut-être qu'effectivement, les patients, il y a une contrainte liée au fait qu'on soit une structure, une clinique à part, effectivement. Mais c'est vrai que pour l'instant, on a peu d'adressage. Mais sur les 8 patients qu'on a pu accueillir, il y avait un âge moyen de 78,5 ans. Donc, on est quand même sur des patients âgés, en tout cas plus âgés que sur la plupart des études de préhabilitation qu'on peut voir. 5 femmes et 3 hommes. On est sur des patients quand même autonomes, hein. Il y avait 7 patients sur 8 qui avaient une ADL à 6 sur 6 et une IADL qui est quand même à plus de 7 sur 8, hein. Donc, c'est des patients autonomes pour toutes les activités de base, hein, comme s'habiller, se laver, manger, se déplacer. Et il y avait une très légère fragilité fonctionnelle sur les activités instrumentales. Globalement, ça reste des patients plutôt en bon état général, plutôt profil robuste ou voire très fragile. Mais voilà, c'est quand même des patients éligibles à une chirurgie carcinologique majeure, donc plutôt des patients quand même relativement en forme. Les patients qu'on a accueillis, on en a accueilli, donc sur les 8 patients, la moitié étaient adressés du centre François Baclès, hein, qui est le centre de lutte contre le cancer de Caen, 3 du CHU de Caen et une d'une clinique privée caennaise. Majorité de cancers digestifs, 6 sur 8, et 2 cancers urologiques. On a la moitié des patients qui ont fait 3 semaines de préhabilitation, une partie qui a fait 4 semaines, une patiente qui a pu prolonger à 6 semaines. Et sur les 8, il y a une patiente finalement qui a fait moins d'une semaine. Elle était plutôt voilà, d'accord pour participer au programme. Puis finalement, il y avait quand même, elle avait beaucoup de rendez-vous extérieurs. Puis après, je crois que sa chirurgie a été avancée. Donc finalement, elle a eu très peu de séances, je crois 2 séances de rééducation. Et c'est vrai que pour le coup, je ne l'ai pas compté après dans les statistiques, puisque je pense qu'en 2 séances, c'est difficile de mesurer l'effet de la préhabilitation. C'est des patients qui habitent à proximité de la structure, hein. On était une distance moyenne de 13,4 km, donc ça reste quand même à proximité et donc bien toléré le transport. Comme c'est de l'hôpital de jour, si nécessaire, si c'est des patients qui ne conduisent pas ou qui ont des contre-indications, il peut y avoir une prise en charge du transport. Donc, résultat vraiment très préliminaire, hein, sur les 7 premiers patients qu'on a accueillis. Donc, le critère principal, hein, c'est le test de marche de 6 minutes, le 6 minutes walking test qui est au milieu, le 6MWT. On voit que sur les 7 patients, on a pu mesurer quand même une amélioration de 24 mètres. Et c'était une amélioration qui était quand même significative, malgré le faible effectif. Donc ça, c'était quand même intéressant. On a montré aussi qu'il y avait une légère amélioration du score fonctionnel SPPB, plus 1,7 points sur 12. C'est un score le SPPB, c'est un score qui mélange lever de chaise, vitesse de marche et équilibre, donc ça s'améliore. La confiance dans l'équilibre a aussi légèrement amélioré, même si ce n'était pas encore significatif. Force de préhension aussi très légèrement améliorée, même si là aussi l'échantillon est trop faible. Il y avait une tendance aussi pour l'échelle d'anxiété de dépression en baisse, donc c'est plutôt mieux. Des patients qui étaient un tout petit peu moins anxieux et déprimés, même si pareil, l'échantillon, voilà, c'est des résultats très préliminaires que je vous montre parce qu'on a un faible effectif, mais ça allait plutôt dans le bon sens. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait quand même une bonne amélioration de la FACIT-F, l'échelle de fatigue et de bien-être, plus 22 points, c'est une échelle sur 160. Et vraiment, c'est aussi ce qu'on a constaté, nous, avec les retours des patients, qui effectivement
avaient des retours positifs. Ils n'étaient pas plus fatigués par les séances, au contraire, ils étaient contents de s'occuper de l'esprit, d'être acteurs de leur prise en charge. Ça les a pas fatigués outre mesure et au contraire, ça leur a plutôt apporté du bien-être. Donc voilà, ces résultats, ils doivent bien sûr être interprétés avec prudence en raison du faible effectif, mais en tout cas, ça suggère quand même un bénéfice potentiel de la préhabilitation. Je vous ai remis aussi sur la diapo d'après les résultats sous forme de diagramme. Et donc, justement, on peut voir l'effet positif de la préhabilitation sur l'échelle de fatigue et surtout sur le test de marche de 6 minutes. Donc, c'est très encourageant. On a aussi une tendance d'amélioration sur le SPPB, le handgrip et la confiance dans l'équilibre, et une légère diminution non significative pour le moment des échelles d'anxiété et de dépression. Donc globalement, voilà, ce que je vous disais, c'est que sur les premiers résultats, c'est très encourageant. Les patients, voilà, ont montré des bénéfices fonctionnels, une amélioration des tests physiques, une amélioration de la fatigue. Ça a surtout montré que c'était faisable en HDJ, SMR, avec une bonne tolérance des séances. On a eu des bons retours patients. Tous les patients étaient satisfaits de la prise en charge. Des bons retours des rééducateurs aussi, qui ont trouvé que c'était des prises en charge innovantes et intéressantes. Et après, voilà, comme on est quand même limité à des freins, un petit effectif, peu d'adressage de patients, malgré qu'on ait rencontré au début de la mise en place du protocole, on a essayé de rencontrer voilà, des chirurgiens, des anesthésistes, de participer à des réunions de RAC. Mais c'est vrai que malgré tout, on a peu d'adressage pour ce motif. Donc effectivement, est-ce que le chirurgien propose et que les patients, voilà, le fait que ça soit 3 fois par semaine dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, ils adhèrent pas à la prise en charge. On a aussi eu, voilà, c'est des patients qui ont des parcours de soins des fois assez lourds, qui ont des rendez-vous chez le cardio, des scanners, le rendez-vous anesthésie, qui ont déjà pas mal de rendez-vous programmés. Et ils ont l'impression qu'effectivement, ça leur rajoute une certaine contrainte. Et puis, effectivement, il y a le délai qui est court, hein, ce délai de 3-4 semaines pour programmer une préhabilitation. Le temps, effectivement, qu'on nous envoie la demande, qu'on programme le patient, on essaye de les programmer le plus rapidement possible. On fait des rajouts sur des plannings qui sont déjà chargés. On essaye quand même, à chaque fois qu'on a reçu des demandes, en tout cas, on a essayé de caler les patients le plus vite possible. Mais c'est vrai que ce délai, quand même, je pense que ça a été quand même un frein pour nous adresser des patients. Et les places voilà, comme je disais, limité pour ce motif, même si à chaque fois qu'on a eu des demandes, on a essayé, en tout cas, quand les patients étaient partants, de les recevoir à chaque fois dans la semaine, le plus rapidement possible. Donc, ces résultats, en tout cas, sur la préhab de ces seniors, même si effectivement, pour l'instant, il y a un faible effectif, c'est quand même encourageant et ça suggère quand même un bénéfice de la préhabilitation en HDJ SMR. Cependant, c'est vrai que voilà, le déploiement reste confronté à plusieurs freins organisationnels. C'est pour ça que pour moi, les perspectives, c'est vraiment essayer de mieux intégrer la préhabilitation dans le parcours de soins, avec un adressage plus précoce des patients dès la décision chirurgicale, peut-être une meilleure communication entre les sites et une meilleure coordination. En tout cas, développer ce genre de programme dans d'autres HDJ SMR pour améliorer l'accessibilité. Je crois qu'il y a un appel d'offres qui est en cours et ça, ce serait une bonne chose pour permettre à plus de patients de trouver un lieu à proximité de leur domicile pour améliorer l'accessibilité et l'adhésion. Et ça permettrait effectivement d'avoir, là, il faut une cohorte plus large pour confirmer ces premiers résultats très préliminaires, encourageants, mais en tout cas, voilà, qui doivent être interprétés avec précaution. Je pense qu'effectivement, la préhabilitation a vraiment tout son intérêt, mais aujourd'hui, il faut vraiment réussir à l'intégrer précocement et efficacement dans le parcours de soins, je pense. Voilà. Et si vous avez des questions, je reste disponible pour y répondre. Je vois qu'il y a une question sur la nutrition. Je ne sais pas si on m'entend encore. Oui, alors c'est vrai que Poppy allait prendre un petit peu la suite, mais je ne sais pas si Poppy, tu On peux peut, reprendre. en fait, Camille a dit la majorité, hein. Ah oui, J'allais juste en fait renforcer un petit point. C'est que oui, en fait, nous à l'UCOG, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt
il y a un mois et demi, pour justement essayer de trouver d'autres centres, d'autres SMR qui, du coup, même suite au décret qui est sorti en 2022, qui doivent lancer du coup enfin l'HDJ, du coup, l'aspect ambulatoire du coup de leur SMR. Donc voilà, un appel à manifestation d'intérêt pour d'autres SMR s'ils souhaitent rejoindre ce dispositif. Donc si c'est le cas, on a déjà eu quelques réponses, notamment dans la Manche et dans l'Eure. Mais si vous êtes partant, d'après la belle présentation du docteur Le Sang, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter pour plus d'informations. Donc, merci. Et il y a effectivement une question en ce qui concerne la création de SMR oncogériatrique. Alors, ce n'est pas tout à fait la solution. Les agréments, enfin, on peut dire sont soit des mentions gériatriques, soit des mentions oncologie pour les SMR. Donc, c'est un peu complexe, je pense, pour un SMR d'obtenir et la mention oncologie et la mention gériatrique. Mais là, en l'occurrence, pour moi, le plus important, c'est d'avoir la mention gériatrique pour avoir la compétence gériatrique dans le bilan initial, la vision assez globale, holistique des patients, la révision d'ordonnance, tout ça, ça fait partie effectivement de compétences gériatriques. Donc c'est pour moi, enfin, en fait, c'est effectivement faisable plutôt dans SMR mention gériatrique, avoir la mention oncologique. Je ne pense pas que ce soit le plus important dans cette étape de préhabilitation chirurgicale. Et d'autres questions? Tu avais vu d'autres questions? Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire? Oui, bien sûr, bien Parce que sûr. nous, on n'a pas de SMR, mais on est en lien, Saint-Joseph, on a ce qu'on appelle des centres de soins primaires, et on a à côté de l'hôpital un centre où on a un plateau de kiné. Et donc, c'est là où on adresse nos patients quand on les met en préhabilitation. Et on a exactement, alors que c'est juste à côté, qu'on est dans Paris intramuros, que l'immense majorité de nos patients sont parisiens ou proches banlieues, on a les mêmes problématiques d'adresser les patients. Et pour répondre aussi au faible recrutement, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de freins dans les établissements. Il y a des freins chirurgicaux, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi je vois, on fait toutes les spécialités, on fait de l'urologie, du digestif et de la gynécologie. Et globalement, la seule véritable adhésion qu'on a eue côté chirurgical, c'est les gynécologues. Alors c'est vrai que les cancers digestifs, en général, ils sont plus jeunes quand on les opère à programmer. Mais en urologie, sur les cystectomies, alors qu'on fait de la réhabilitation améliorée, le concept de préhabilitation n'est pas encore passé. Et on a du mal à convaincre les collègues de bien fonder de ce genre de préparation. Et entre autres, un des arguments qu'on nous avance, c'est l'argument du temps. Puisque par définition, il faut minimum 3 semaines, comme ça a été dit. Et on nous dit oui, mais c'est du cancer, il faut pas... Alors qu'on voit que dans les publications anglo-saxonnes, en particulier canadiennes, les gens peuvent attendre 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines avant d'être opérés sans que ça pose de problème. Il n'y a pas les mêmes freins qu'on rencontre en France. Donc je pense qu'on a un problème d'acculturation. Après, je suis d'accord aussi qu'il y a un problème de perte de temps entre le moment, par exemple, si je prends une chirurgie colorectale, le diagnostic est porté au moment de la coloscopie. Et on attend qu'il y ait le rendez-vous chez le chirurgien pour en fait initier potentiellement une préhabilitation, une prise en charge, alors que on pourrait très bien commencer quasiment dès qu'on a le résultat d'un APAT, ou même voire avant dans certains cas, surtout qu'il y a souvent une anémie, enfin voilà, il y a plein de choses à faire chez ces patients-là. Donc je pense en fait il y a une grosse difficulté, parce qu'il y a un manque de conviction, enfin manque les gens ne sont pas convaincus encore, parce que les résultats dans la littérature ne sont pas très clairs. Il y a beaucoup d'études négatives, peu d'études positives, que les gens amalgament tout et que ça entraîne une contrainte dans la prise en charge des patients. Ils se disent, puisque de toute façon, ça ne sert pas à grand-chose, ce n'est pas la peine de le faire. Donc je pense qu'on a un énorme travail de pédagogie à faire autour de ça. Et l'autre point aussi, je rebondis sur ce qui a été dit, j'ai entendu les topos tout à l'heure. Et moi, j'ai tout simplement essayé de distribuer au niveau des secrétariats de programmation des questionnaires pour que les patients remplissent de fragilité. Et j'ai obtenu une opposition farouche des secrétaires
parce que, comme ça a été dit, si je demande au patient, si je lui donne un questionnaire avec fragilité, il va croire qu'il est fragile. Et donc, ça va être vécu négativement. Et ça aussi, c'est un frein qui est important. Et les patients aussi, ils ne voient pas, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, comment motiver les gens, parce qu'en fait, ils ne perçoivent pas toujours, des fois on passe 1 heure à leur expliquer tous les bienfaits de la préhabilitation. Donc si vous êtes vous-même prescripteur pas convaincu, eh ben, clairement le patient ne va pas se déplacer 3 fois par semaine ou faire ses exercices chez lui, quoi. Voilà, c'était juste un petit commentaire. Ouais, merci beaucoup. Donc, il y avait plusieurs questions ici dans la conversation, donc je vais essayer de les passer rapidement. Donc, qui prescrit ces programmes? Donc, effectivement, c'est en général les chirurgiens. Alors, je dirais pour l'urologie, surtout pour les cystectomies, effectivement, comme ça passe par une première résection transurétrale de vessie, donc ça, c'est les chirurgiens qui font cette biopsie diagnostique. Donc, effectivement, c'est à ce moment-là qu'ils devraient adresser les patients, ou en tout cas, dès qu'ils ont confirmation de l'anapathe que c'est bien qu'il y a potentielle indication à cystectomie, il faudrait qu'ils soient adressés rapidement. De la Après, RCP. et après, en digestif, ça peut être plutôt des gastro-entérologues, finalement, via les coloscopies, puisqu'en fait, c'est plutôt qui sont en première ligne pour avoir l'interlocuteur le plus précoce possible, effectivement, enfin, qui intervient plus précocement, je veux dire, dans le parcours. Après, les gynécologues aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a une sensibilisation assez globale, sûrement, des professionnels de santé. Alors, ce que disait Agathe par rapport à l'efficacité, donc c'est vrai qu'il y a des controverses, mais c'est par rapport aux modalités, et c'est ça qui est très important, et c'est sûr que c'est ce qui a été dit, c'est que des modalités, le problème c'est que les études avec des modalités à domicile en autonomie, c'est clairement pas suffisant, donc il faut être supervisé, mais après, voilà, dans ces études-là, ce qu'on cherche nous à confirmer au travers de Préhab 2C senior, c'est de vérifier que la modalité supervisée est bien efficace aussi dans une population âgée, en fait. Donc, c'est une étude de cohorte, en fait, qu'on essaye de constituer pour le confirmer, et surtout avec cette vision holistique gériatrique, parce que il n'y a pas que la nutrition ou le physique, en fait, il y a vraiment tout un ensemble de dimensions à prendre en compte et à optimiser. Et donc, on espère par cette optimisation, effectivement, confirmer l'efficacité aussi dans cette population. Et c'est vrai que ça, les échelles, malheureusement, dans les évaluations gériatriques, on se base sur des échelles parce que ça permet d'objectiver un avant-après aussi. C'est aussi une réévaluation. Peut-être que là, on en a mis beaucoup et qu'il faudrait effectivement peut-être revoir si on peut en prendre des plus courtes aussi. Mais c'est vrai que là, c'est dans le cadre un petit peu de l'exploration des bénéfices, on a effectivement cherché à être exhaustif. Après, si effectivement dans le long terme, peut-être qu'on pourrait effectivement essayer d'un petit peu de réduire, mais sur la base, il y a toujours des évaluations un petit peu parce que si on identifie ce qu'on peut corriger, en fait, enfin, c'est au travers aussi de tests, de questionnaires qu'on peut identifier. Voilà, la nutrition, je crois que vous en avez déjà pas mal parlé, c'est effectivement un point clé important, la nutrition dans la préhabilitation. Alors, l'appel à projet. Donc, je pense que du coup, Poppy, notre chargée de mission, refera peut-être une communication sur effectivement. Là, en fait, l'appel à manifestation d'intérêt est envoyé que au centre SMR de Normandie pour rejoindre la cohorte, en fait. Donc, nous ne sommes pas forcément passés par les 3C. Je pense qu'on s'est adressé directement aux établissements. Donc, ça, je pense qu'elle va répondre, ou si elle l'a pas déjà fait. Voilà. Et donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, commentaires à apporter. Je voulais essayer de rester dans le timing. Donc, j'ai un petit peu vite, mais en tout cas, je vous remercie beaucoup du temps que vous avez passé à préparer et à faire ces présentations. Et j'espère convaincre d'autres établissements de rejoindre le dispositif, parce qu'effectivement, plus on en aura sur le territoire et plus ça permettra de le rendre accessible à la population normande. En tout cas, nous, c'est très encourageant et ça donne envie de poursuivre dans cette direction, c'est sûr. Bien, en tout cas, je vous remercie tous les deux, et puis je pense qu'on va pouvoir passer à la suite de notre programme.